Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassements de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Laura Jane Reese Witherspoon, qui naît un matin de printemps, le 22 mars 1976, à la Nouvelle-Orléans, dans un hôpital du Sud, le Southern Baptist Hospital. Pendant que son père, John Draper Witherspoon, termine ses études de médecine à l'université Tulane. Sa mère, Marie-Élisabeth, que tout le monde appelle Betty, est infirmière spécialisée en pédiatrie et prépare un doctorat. Elle enseigne à l'université Vanderbilt, transmettant à ses étudiants ce qu'elle transmettra aussi à sa fille, la rigueur intellectuelle, l'attention aux autres et le respect du savoir. Pendant ses premières années, l'enfance de Reese se déroule loin du sud des États-Unis. Son père est affecté en Allemagne, à Wiesbaden, une ville de l'ouest du pays, posée au bord du Rhin. Elle y vit 4 ans. 4 années à entendre une autre langue à base de « Guten Tag, ich bin eine deutsche Fräulein, auf Wiedersehen » dans un pays encore divisé en deux, avec la RFA et la RDA, et au milieu, Berlin. Elle y observe d'autres façons de vivre et comprend très tôt que le monde ne se résume pas à un seul point de vue. Puis sa famille rentre au pays sur la route de Nashville, dans le Tennessee. Le Tennessee, c'est le sud profond des États-Unis, celui des traditions avec des formules de politesse, des dimanches et des poulets en famille et des valeurs qui se transmettent sans être assénées. Reese grandit dans une éducation chrétienne imprégnée de ce qu'elle appellera plus tard une vraie éducation du Sud. Une éducation qui ne parle pas de privilèges, mais de conscience, de gratitude et de responsabilité. Elle apprendra très tôt à faire attention aux sentiments des autres, à être polie sans être effacée, à être responsable de ses actes et surtout à ne jamais considérer ce qu'elle a comme acquis. Chez elle, on ne confond pas ambition et arrogance. On ne confond pas réussite et supériorité. On apprend que le savoir engage, que la liberté se mérite, que comprendre le monde est une manière de lui répondre. Encore petite que pas trop grande, elle observe beaucoup et écoute les adultes parler autour d'elle dans le salon, sans vraiment intervenir. Elle comprend vite qu'il existe plusieurs façons d'exister dans une pièce. Certains parlent fort pour être vus, et d'autres attendent le bon moment. Reese fait partie de ceux qui regardent, qui enregistrent et qui analysent sans en avoir l'air. Déjà, elle devine que la vraie puissance n'est pas toujours bruyante. Reese est une enfant sérieuse, mais pas triste. Elle est curieuse, mais pas naïve. Elle aime jouer, bien sûr, mais elle aime surtout comprendre comment les choses fonctionnent. Elle aime aussi apprendre par cœur. Non, pas pour réciter la poésie du lundi matin, mais pour ressentir le rythme des phrases, la manière dont une histoire peut tenir quelqu'un en haleine ou au contraire, le perdre. Dans la voiture, sur la banquette arrière, pendant que les adultes discutent des choses importantes, du travail, de la politique locale, de ce qui va et ce qui ne va pas, elle regarde défiler le paysage et se pose ces quelques questions. Pourquoi la dernière histoire lue par maman m'a fait pleurer ? Pourquoi celle de l'autre jour ne m'a pas plu ? Pourquoi certaines héroïnes me ressemblent et d'autres pas du tout ? Et surtout, pourquoi les filles dans les dessins animés sont toujours en second plan ? Pourquoi elles n'ont jamais le premier rôle ? À 7 ans, et encore pas toutes ses dents, Reese va décrocher son premier rôle pour apparaître dans une publicité télévisée locale, celle d'un fleuriste. Quelqu'un avait dit à sa mère « Ah, votre fille a une diction
incroyable. Bon, rien de spectaculaire, Reese se retrouve ainsi face à une caméra pour quelques mots à dire, un sourire et un bouquet de fleurs, de tulipes, à tenir. Mais cette première expérience, aussi modeste soit-elle, agit comme une étincelle. Devant l'objectif, quelque chose s'aligne, assez pour lui donner envie d'aller plus loin, pour la pousser, pour l'encourager presque naturellement vers les cours de théâtre. À l'adolescence, le monde commence à lui faire quelques signes. À 11 ans, elle remporte la première place au Penn State Talent Fair, un concours régional où on repère celles et ceux qui savent déjà tenir une scène, une voix, un regard. Sur les bancs du collège, Reese travaille bien, très bien même. Elle obtient de très bonnes notes, sans jamais en faire une affaire d'ego. Elle est sérieuse et curieuse, et surtout, elle lit. Elle lit beaucoup. Trop, selon certains, pas assez, selon elle. Quand elle entre dans une librairie, son cœur bat encore plus vite. Elle a cette envie irrépressible de tout acheter, de tout lire, de tout comprendre. Les histoires ne sont pas un refuge, elles sont sa nourriture, son énergie. Ses parents, eux, observent cet enfant toujours en mouvement, toujours impliqué, toujours engagé dans ce qu'elle entreprend. À 14 ans, elle entre déjà dans l'industrie du cinéma. 14 ans, c'est l'âge où on hésite encore entre plusieurs versions de soi, où l'on teste, où l'on doute, où l'on se demande si l'on est légitime à vouloir plus que ce que l'on nous propose. À Nashville, Reese intègre la Harpeth Hall School, une école de filles réputée pour son exigence académique. Elle y poursuit ses études dans un cadre assez structurant, bien entouré d'autres jeunes filles à qui l'on apprend à prendre la parole, à s'affirmer et à viser haut. Elle est pop-up girl, preuve qu'elle ne se laisse pas enfermer dans un seul registre. We are the best, we're known as CHS. We are the best, we're known as CHS. We are the best, we're known as CHS. Reese est à la fois celle qui lit seule et celle qui occupe l'espace, celle qui réfléchit et celle qui performe. Elle entre à l'université de Stanford pour étudier la littérature anglaise. Elle s'y sent à sa place entre les grandes bibliothèques avec ses larges et hautes étagères remplies de livres, beaucoup de textes, passionnément, les récits à la folie. Mais la réalité économique la rattrape. Les études coûtent très cher. Alors le cinéma l'appelle de nouveau et les opportunités se multiplient. Reese doit choisir. Elle quitte ainsi l'université avant la fin de son cursus pour poursuivre sa carrière d'actrice, avec l'idée jamais abandonnée que la littérature, elle, ne la quittera jamais vraiment. Très vite, Reese comprend que le cinéma est un territoire fascinant, mais exigeant. Un lieu où le talent ne suffit pas, où il faut apprendre à se positionner, à négocier, à résister. Elle apprend ses textes bien sûr, elle fait ce que l'on attend d'elle, elle travaille, elle réussit, et les rôles s'enchaînent. Quand le scénario de La Revanche d'une blonde arrive entre ses mains, elle comprend immédiatement que ce rôle de Elle Woods, la jeune étudiante en droit à Harvard, n'est pas ce qu'il prétend être. Sur le papier, c'est une comédie. Une blonde, du rose et beaucoup de clichés. Mais entre les lignes, Reese voit autre chose. Une jeune femme sous-estimée dont l'intelligence est moquée et une détermination qu'on confond avec de la naïveté. Elle lit le script et rit. Puis le relit et rit encore. Et elle se dit à voix basse, presque comme une promesse, « Ah, elle va leur montrer de quoi elle est capable. » Sur le plateau, entre deux scènes, elle plaisante, mais c'est exactement ce qu'elle fait. Elle joue avec les attentes, elle les retourne. Quand Elle Woods dit, sourire aux lèvres, « On sous-estime souvent les gens en rose. » Ce n'est pas une réplique, c'est une stratégie. Et elle affirme, « Tu dois toujours avoir confiance en toi. »
J'ai besoin d'une épouse plus sérieuse que toi. Tu vas me quitter simplement parce que je suis trop... blonde. Oh. C'est à ça que je dois ressembler pour être prise au sérieux. À une étudiante en droit. Le droit, c'est pour les gens qui sont ennuyeux, très laids. Quand Elle Woods veut, elle peut. Tu as été accepté à Harvard? Pourquoi? C'est dur? Le film devient culte, le public adore, les femmes reconnaissent quelque chose d'elles-mêmes dans cette héroïne qu'on croyait légère. Et une fois encore, Reese voit plus loin que l'ovation. Pourtant, quelque chose résiste en elle. Une forme d'inconfort, une sorte de colère peut-être. En tout cas, cette sensation étrange comme un caillou dans la chaussure. Parce qu'elle voit les scénarios qu'on lui propose, elle remarque ce qui revient sans cesse. Les mêmes clichés, les mêmes attentes, les mêmes limites imposées aux personnages féminins. Elle joue le jeu, elle observe. Elle comprend que ce qu'on lui donne à jouer raconte quelque chose de plus vaste que sa propre carrière. Reese est choisie pour incarner June Carter Cash dans le film Walk the Line qui retrace la vie de Johnny Cash. June est une musicienne et la partenaire de vie de Johnny que Joaquin Phoenix interprète à l'écran. Reese chantera elle-même avec sa propre voix. Pendant 6 mois, elle apprend à chanter. Elle apprivoise sa voix comme on apprivoise un territoire inconnu. Quand le film sort, quelque chose se produit. La critique est unanime. Son interprétation de June Carter Cash est saluée pour son énergie, sa présence, sa vitalité presque contagieuse. Les récompenses s'enchaînent jusqu'à l'Oscar de la meilleure actrice. À 29 ans, tout Hollywood la célèbre. Elle devient l'une des actrices les mieux payées de sa génération. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que c'est la fin heureuse, la récompense ultime. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Parce que ce soir-là, au milieu des flashs et des discours, Reese comprend que la reconnaissance ne garantit pas la liberté. Le succès ne protège pas de l'effacement. Et l'argent, s'il n'est pas maîtrisé, peut devenir une cage dorée. Autour d'elle, elle voit des carrières s'éteindre aussi vite qu'elles ont brillé. Elle voit des femmes talentueuses mises de côté parce qu'elles ont dépassé un âge, une norme, une image. À un moment où beaucoup auraient cherché à capitaliser uniquement sur leur image, elle choisit un autre chemin. Elle ralentit et disparaît presque du jour au lendemain, laissant l'industrie du cinéma perplexe. Certains parlent d'une pause, d'autres de fin de carrière. On la croit fatiguée, dépassée. On se trompe. En réalité, Reese est en train de construire sa nouvelle vie, à son image. Elle se forme à l'achat de droits et au business, car posséder une histoire est parfois plus puissant que la jouer. C'est à ce moment-là qu'elle se souvient de la petite fille du Sud, entourée de livres, attentive aux voix, aux récits et aux nuances. Elle se souvient de ce que les histoires lui ont donné et se pose alors cette question. Et si les femmes reprenaient la main sur les récits qui les représentent ? La suite de son histoire ne sera pas seulement une ascension, ce sera une construction et une véritable stratégie. Une masterclass. Une histoire où l'indépendance financière n'est pas un slogan mais une condition. La clé de sa nouvelle vie. Et ça, Reese le sait déjà. After thousands of pages, hundreds of stories, and so much joy, the next chapter of Reese's Book Club is here. Introducing the Reese's Book Club app. En 2017, elle lance son book club, celui qu'elle aurait aimé avoir quand elle avait 7 ans. Un cercle de lecture, à première vue, avec l'ambition de Reese en plus. Elle ne cherche pas à recommander des livres, elle cherche à rassembler en créant une communauté attentive, engagée. Des lectrices qui ne consomment pas des histoires, mais qui les habitent. Bien sûr, les critiques arrivent vite, toujours les mêmes, comme ceux qui sous-estimaient son personnage dans La Revanche d'une blonde. Pouf, encore une célébrité qui s'ennuie. Encore un projet bien sympathique, mais creux. Ça marchera jamais. Encore une vitrine sans fond, elle va se planter.
Merci Jean-Michel pour toutes ces critiques. Mais tu vois, Reese ne t'écoute pas. Et elle ne répond pas. Quelques mois passent et le club réunit près de 2,5 millions de lectrices. Pas des abonnés passifs qui lisent pendant le tunnel du soir, des femmes qui lisent, commentent, débattent. Ce club n'est pas seulement un lieu de partage, c'est une cartographie du désir des lectrices. Quel récit les touche, quel personnage résonne. Et plutôt que de deviner ce que le public veut, Reese choisit de lui demander. Ce que tu ignores, et moi aussi avant de le découvrir, c'est que Reese a implémenté un vrai modèle économique derrière son book club. Je t'explique. Reese, elle recommande un livre. Elle observe, elle écoute les lectrices. Si elle sent qu'une histoire s'impose, elle achète les droits, elle produit, et son premier grand coup porte le nom de Big Little Lies. Si ta maman écoute cette histoire avec toi, elle a certainement adoré cette série, et rien que le générique me donne des frissons. La chaîne HBO la suit, tu sais, celle qui avait diffusé la fameuse série Game of Thrones, et le pari, même s'il était audacieux, les récompenses n'arrêtent pas de pleuver. Mais au-delà des trophées, une vérité s'impose. Une histoire fonctionne quand elle parle profondément à celles et ceux à qui elle s'adresse. Reese l'a prouvé encore une fois après ses films cultes La Revanche d'une blonde et Walk the Line. Dans une récente interview, Reese expliquait, presque très calmement, et je la cite, « J'ai réalisé que si je voulais voir des histoires différentes à l'écran, je devais arrêter d'attendre qu'on me les donne. » Et cette phrase-là est essentielle, parce qu'elle ne parle pas de revanche, elle parle de responsabilité. Reese ne crie pas sa colère, elle l'écoute, elle la laisse devenir une question. Pourquoi ce système fonctionne-t-il ainsi ? Qui décide ? Et pourquoi si peu de femmes sont à cette table-là? Ce que Reese comprend, et que peu de gens expliquent aux jeunes filles et femmes aujourd'hui, c'est que la colère peut être un indicateur. Si quelque chose te met en colère, ce n'est pas toujours parce que tu es trop sensible. C'est parfois parce que tu vois clair. Dans une autre interview, elle dira, je la cite, « La colère m'a forcée à apprendre, à comprendre comment les décisions étaient prises. » Alors elle fait ce que beaucoup n'osent pas faire. Elle entre dans le business, dans les chiffres. Elle lit et rédige des contrats. Elle négocie comme son personnage Elle Woods dans La Revanche d'une blonde. Et toc, Reese ne se contente plus de demander une place. Elle apprend à créer sa propre table pour prendre sa place. Parce que comprendre le business, ce n'est pas renoncer à ses valeurs. C'est se donner les moyens de les défendre. Reese comprend que l'indépendance financière n'est pas une obsession matérialiste. C'est une condition de survie créative. Quand tu comprends et maîtrises l'argent, tu maîtrises le temps, le choix, les récits. Si Reese pouvait te transmettre un message aujourd'hui, ce serait sans doute celui-ci. Apprends comment fonctionnent les systèmes dans lesquels tu évolues et crée ta place, car personne ne te la donnera. C'est à toi de changer les règles du jeu et de créer tes propres règles. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Reese Witherspoon ou le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu et inspiré. À très vite pour une nouvelle histoire de... Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.